Célia, tu es thérapeute spécialisée dans l'intégration des traumas et dans la sexualité féminine. Tu as vécu très jeune un traumatisme extrêmement violent, puisque tu as été séquestrée et violée par un réseau pédocriminel à l'âge de 8 ans. Tu es restée dissociée suite à cette expérience pendant de nombreuses années, puis tu as suivi diverses thérapies qui t'ont finalement guérie. Oui. Tu as toi-même créé un programme pour aider les personnes qui ont vécu un traumatisme qui les impacte encore des années après et dont nous allons parler. Tu vas d'ailleurs nous détailler ce que peut être un trauma et Mhm. certaines de ses conséquences, comme les blessures émotionnelles et l'hypersensibilité, par exemple. Ouais. Alors, tout d'abord, première question, qu'est-ce qu'un trauma et surtout, comment on sait que l'on est encore impacté par ce trauma des années après? Oui. Alors, qu'est-ce qu'un trauma? C'est une bonne question. Un trauma, en fait, c'est des conséquences d'un événement qui a dépassé notre capacité d'intégration. Donc, le trauma, c'est pas l'événement, c'est les conséquences de cet événement. Donc, quand on vit une expérience qui dépasse notre capacité d'intégration, soit parce qu'on est tout petit et qu'on a une capacité d'intégration très faible, soit par la violence de l'événement, soit par l'isolement que ça peut procurer. Ça va générer en fait du stress, donc c'est-à-dire que l'événement va déclencher des hormones de stress, donc le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline qui va envahir le corps pour faire face en fait. Et si ces hormones de stress, la personne ne peut pas les utiliser pour faire face, pour x, y raison, ça va disjoncter. Donc son système nerveux va disjoncter. Donc les hormones de stress qui sont en train de l'envahir, qui pourraient tuer la personne en réalité, hein, parce que s'il y a trop d'adrénaline, de noradrénaline, la personne peut faire une crise cardiaque, le cortisol peut détériorer le cerveau. Donc si la personne ne peut pas utiliser ça pour faire face, à un moment donné, le cerveau va disjoncter et le corps va être rempli d'hormones anesthésiantes. Et c'est à cet endroit-là, donc je rentre plus dans les détails dans d'autres vidéos ou dans le programme au niveau de ce qui se passe dans le cerveau, mais pour faire court, l'amygdale cérébrale qui a annoncé le danger va être enquistée et la personne qui est remplie d'hormones anesthésiantes, elle va plus avoir de sensations, plus avoir d'émotions, elle va comme vivre l'événement en tant que spectatrice, peut avoir l'impression que ce qui se passe, c'est pas réel ou que ça lui arrive pas à elle-même. Et puis, tout ce qui va se dérouler, l'événement qui continue de se dérouler, il va pas être enregistré dans sa mémoire autobiographique. Ça va pas être enregistré comme, tiens, il s'est passé ça. Ça va être enregistré dans une mémoire émotionnelle, un peu comme quelque chose de suspendu. Ça va former en réalité la mémoire traumatique qui va se réactiver à n'importe quel moment. Et la personne, moi, dans ma conférence, un peu pour schématiser, je dis que d'un coup, elle a deux cerveaux. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est dissociée. Donc, la dissociation traumatique, c'est qu'elle est coupée d'une grande partie d'elle-même, coupée d'une partie de ses sensations, de ses émotions, de sa mémoire. Et en même temps, elle a toute une gamme d'émotions extrêmement intenses qui peuvent se réveiller à n'importe quel moment. C'est la mémoire traumatique. Et dans cette chaîne de sensations, d'émotions coupées, j'ai envie aussi de préciser que le corps en fait réagit aussi en se tendant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les muscles du corps, principalement les diaphragmes, mais aussi des muscles profonds du ventre et du dos, comme les psoas, les carrés des lombes, qui se tendent pour ne plus sentir. Donc, au-delà du fait que la personne elle va être coupée de ses sensations et de ses émotions, ça va générer énormément de douleurs chroniques. Ça va faire que l'énergie ne va plus circuler de façon fluide. La circulation de l'énergie va être entravée et ça va avoir énormément d'impact au niveau de la santé. Également aussi des impacts au niveau de la santé par rapport à l'amygdale cérébrale, comme je disais, qui a été enquistée. L'amygdale cérébrale, c'est une partie de notre cerveau qui détecte le danger. Et quand elle détecte un danger, elle enclenche les réactions archaïques de survie et donc les hormones de stress, comme j'ai expliqué tout à l'heure.
Donc là, comme on ne peut pas faire face et que les hormones de stress peuvent potentiellement tuer la personne, l'amygdale est enquistée. Mais l'amygdale ne reçoit pas l'information que le danger est terminé. Donc même si elle coupe, j'ai envie de dire, l'afflux intense d'hormones de stress, elle va quand même continuer un peu comme à chuchoter, on va mourir, ou t'es en danger, etc., etc. Et ça, c'est le nid de ce qu'on appelle l'anxiété généralisée. Et au-delà de ça, au niveau corporel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une production de cortisol permanente. Donc, il y a sans arrêt la personne qui est dans un état de stress, hein, c'est l'état de stress post-traumatique. Et ça va avoir énormément de conséquences au niveau de la santé, une chute du système immunitaire. Parce que quand on est en danger, la priorité, c'est pas de bien cicatriser, de bien digérer, de bien dormir. Donc, tout le métabolisme de base va être perturbé. Donc, il va y avoir des conséquences au niveau de la santé, au niveau bien évidemment relationnel, puisque la personne, elle est coupée de ses sensations, de ses émotions. Donc, ça va être compliqué d'être en lien avec les autres. Ça va être compliqué même de recevoir de l'empathie, parce que la personne, donc ça, c'est vraiment ce qui caractérise la dissociation traumatique. Quand il y a des chocs traumatiques hyper violents, c'est vraiment dur parce que la personne, elle va donc être extrêmement coupée et elle va afficher un visage neutre, implacable. Elle peut parler d'horreur qui lui est arrivée, si elle s'en souvient, mais comme si elle parle de la voisine qui est venue prendre une tisane. Il y a quelque chose où c'est pas du tout relié. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour les personnes en face d'être en lien, d'avoir de l'empathie. Donc, ça va extrêmement les isoler. Ça, c'est vraiment une grande difficulté de la dissociation traumatique. Et en plus, alors après, selon les histoires, les personnes vont plus, j'ai envie de dire, pâtir de dissociation traumatique ou plus pâtir de la mémoire traumatique ou vraiment alterner entre les deux. Donc, c'est-à-dire ce tableau-là de quelque chose qui est très coupé, qui peut même être très froid, vide, creux, etc. Par moment, eh ben, un bruit, la personne sursaute, une réflexion, la personne peut être envahie par des émotions de rage, de détresse. Euh, voilà, il y a une hypersensibilité. Donc à la fois, il y a quelque chose qui est un peu mort, vide, et en même temps quelque chose qui est hyper réactif. Et Hmm. selon les personnes, c'est plus ou moins accentué, quoi. On oscille un peu entre deux extrêmes, c'est un peu ça? Alors, voilà, soit on oscille entre deux extrêmes, soit on va manifester plus un extrême qu'un autre. Hmm. Hein. Ça va dépendre quand est arrivé le trauma, hein, et la forme qu'il a. Mm. Alors, sachant qu'on va en parler dans la question Ouais, suivante, que alors toi, ce que tu as vécu, c'est le comble de l'horreur, mais il peut y avoir aussi des traumas un peu larvés, entre guillemets, ouais, des carences affectives prononcées très tôt, etc. Et oui, donc, tu parles aussi des blessures de rejet et d'abandon oui, qu'a popularisé Lise Bourbeau, qu'on connaît bien, qui sont en oui, fait des conséquences de traumatisme précoce. oui, Donc, est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment en fait ça se forme, comment ça se forme et du oui, coup les conséquences? oui, tout à fait. Bah, ce qu'on a vu en fait là, c'est que ce qu'on nomme trauma, c'est un événement ou une répétition d'événements qui ont dépassé la capacité à faire face. Et quand on est tout petit, c'est la période de la vie où on n'a pas encore développé une grande capacité à faire face aux épreuves de la vie. Donc moi, je parle beaucoup de la fenêtre de tolérance. Enfin, c'est pas moi qui en parle, hein, c'est dans le psychotrauma, mais je relaye l'information. Et la fenêtre de tolérance, c'est justement la zone à l'intérieur de laquelle on peut intégrer ce qui se passe. Et quand on est tout petit, bah, cette zone, elle est très fine. On voit bien les nouveau-nés, une lumière forte, un bruit fort, tout de suite ils réagissent, ils pleurent. Enfin, il y a quelque chose où ils ont vraiment une hypersensibilité à toutes les stimulations, que ce soit externes ou internes, comme la faim, le froid ou la peur, etc. Et donc, dans la période précoce de la vie, c'est une période très vulnérable. Et c'est une période où on va forcément plus avoir tendance, ça peut être comme un nid un peu, j'ai envie de dire, pour les traumas d'attachement. On parle de traumas de développement et pas de choc traumatique à ce moment-là, puisque la capacité d'intégration est très faible et des événements qui pourraient être plus anodins beaucoup plus tard dans la vie
peuvent créer des impacts traumatiques et donc créer des blessures émotionnelles comme la blessure d'abandon, la blessure de rejet. La blessure d'abandon, typiquement, elle se crée quand le petit il est en carence affective, quand ses besoins pour rester en fait dans sa fenêtre de tolérance, il y a des besoins de contact. Hein, on est vraiment, c'est un besoin physiologique. Et d'ailleurs, c'est assez terrible, hein, les études qui ont été faites dans les années, je crois, 60, mais je suis pas du tout sûre de la date, dans certains hôpitaux dans des pays de l'Est, ils avaient les petits, ils étaient nourris, mais ils n'étaient pas touchés. Et il y avait des bébés qui mouraient. En fait, ils avaient tous les soins physiologiques, mais il n'y avait pas de contact. Et en fait, c'est un besoin physiologique de base. Et quand ça manque, le contact, la chaleur, l'échange, le lien, j'ai envie de dire, le relationnel, la partie vraiment affective, émotionnelle, s'il y a des carences à cet endroit-là, ça va dépasser la capacité d'intégration. C'est-à-dire que le petit va sortir de sa fenêtre de tolérance. Quand on est enfant, on a, et en fait tout le temps, c'est le fait d'être humain. Quand on est humain, c'est juste qu'on va en avoir besoin différemment ensuite, on a besoin de l'autre pour se réguler. On a besoin de l'autre pour revenir dans une zone confortable, dans une zone où on est bien. Et effectivement, quand on est petit, on va sortir plus facilement de la zone dans laquelle on est bien. Et si personne n'est là, par exemple, quand il y a un bruit, si personne n'est là pour nous prendre dans nos bras, pour nous apaiser, et encore et encore et encore, ça va créer typiquement la blessure d'abandon. Mais c'est le même mécanisme en fait que ce qu'on a vu avant sur les traumas. Juste pour faire une petite parenthèse un peu sur les différents types de traumas, on a effectivement les chocs traumatiques qui sont ponctuels, extrêmement violents, comme les accidents, les agressions sexuelles, des opérations, etc. Mais on a aussi les traumas de développement, c'est ce dont on est en train de parler là. Il y a aussi les traumas transgénérationnels qui se transmettent. Et comme j'ai dit, les opérations qui font pour moi partie un peu plus quand même aussi des chocs traumatiques. Et dans ces traumas de développement, il y a donc cette blessure d'abandon. Tu me posais aussi la question par rapport à la blessure de rejet. C'est un peu le même fonctionnement, sauf que ça va pas venir des mêmes choses. Ça va être encore plus précoce, j'ai envie de dire. La blessure de rejet, elle se base pas sur ces besoins de contact physiologique. Elle se passe vraiment, c'est vraiment la question de la place, en fait, la blessure de rejet. Et c'est comment je suis accueillie, reconnue en tant que personne dans ce monde-là. Est-ce que le petit est désiré, oui ou non? Comment se passe la grossesse? Est-ce qu'il y a des chocs traumatiques pour la mère pendant la grossesse? Est-ce qu'elle peut investir, reconnaître, en fait? Il y a une question vraiment de reconnaissance dans la blessure de rejet. Une fois encore, ça peut être en lien avec du transgénérationnel, ça peut être en lien avec la disponibilité ou non de la mère, la dissociation traumatique ou non de la mère. Ça, c'est quelque chose qu'on sait beaucoup aujourd'hui, c'est que le trauma non résolu de la mère est une des causes principales des troubles de l'attachement. Pourquoi? Parce que en fait, c'est facile à comprendre. Quand on comprend qu'est-ce que c'est le trauma, forcément, une mère qui est coupée de ses sensations, de ses émotions, elle va avoir du mal à sentir de quoi son petit a besoin. Il va pleurer, mais elle va pas trouver le chemin en elle pour comprendre ce qui se passe, pour s'accorder. Et puis même si elle voit qu'il est en détresse, elle est bienveillante. Ça n'a rien à voir avec la bienveillance. Elle est bienveillante. Elle voit qu'il pleure, elle le prend dans ses bras. Mais son corps ne dit pas sécurité. Son corps dit détresse et danger. Du coup, avec les meilleures intentions du monde, elle va avoir du mal à apaiser son petit et à transmettre la sécurité. Tout ça n'a rien à voir avec les intentions. 99,9% des mères veulent le meilleur pour leur petit. Et après, selon leur histoire, le contexte, etc., elles sont plus ou moins en mesure de le transmettre, quoi. Donc ça, c'est un peu comment ça se passe dans la partie précoce. Et juste pour préciser, mais pour ceux qui sont plus curieux, j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube où je parle justement de la blessure d'abandon, de la blessure de rejet, et où je fais un peu la distinction entre justement une blessure d'abandon et des chocs traumatiques dans la période précoce de la vie. Ça va pas, voilà, c'est différent. Les chocs traumatiques et les traumas de développement, ça va pas créer exactement la même chose. Et justement, les traumas de développement, ça va créer une dissociation
plus étanche, justement, plus structuré. C'est-à-dire, c'est la base de la constitution de la personne. Et c'est plutôt dans ces cas-là, donc typiquement, en fait, la blessure de rejet notamment, la personne, elle est globalement assez coupée, assez presque invisible, hein. Il y a ce truc quand j'expliquais, c'est du mal à générer l'empathie, à être en lien au niveau des émotions. Il y a comme une dissociation qui est comme constitutive, en fait, de la personne. Et dans ces cas-là, il va y avoir beaucoup moins d'effets de mémoire traumatique. Mm. Ça va plutôt être une dissociation étanche. Oui, un peu structurel, c'est un peu la personnalité. Ouais. Mm. Bon, sachant que tout Mais ça se... c'est pas une Oui, fatalité, hein. voilà. Quand Sachant même, que tout ça se guérit aujourd'hui, donc c'est ça la bonne nouvelle. c'est ça. Alors, on parle aussi d'hypersensibilité. C'est un sujet dont on parle beaucoup depuis Ouais. de nombreuses années. Et tu nous expliques que l'hypersensibilité, c'est aussi la conséquence d'un traumatisme, en fait, et que Oui, du coup, ça peut aussi s'apaiser. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va complètement. devenir hypersensible? Complètement. Alors, en fait, moi, j'aime bien faire la différence entre sensibilité et hypersensibilité. Effectivement, on n'a pas tous les mêmes sensibilités. C'est Howard Gardner, lui, qui parle des multiples intelligences. Donc, il y en a effectivement qui ont plus une intelligence rationnelle, littéraire, musicale, etc. Puis, il y en a qui vont avoir plus des intelligences plus sensibles, des intelligences intrapersonnelles, interpersonnelles, le lien avec la nature, etc. Donc, effectivement, on n'a pas tous la même couleur de base. Il y a des personnes qui ont, qui sont plus sensibles. C'est une couleur qu'ils ont. Mais être sensible ne veut pas dire souffrir d'hypersensibilité. Mais j'ai envie de dire, les hypersensibles, ils ont ce noyau, cette caractéristique, j'ai envie de dire, capacité, cette intelligence sensible. Et sur cette intelligence sensible, il va y avoir effectivement trauma, choc traumatique ou trauma développement. Je dirais plutôt choc traumatique, mais bon, il y a un peu les deux. Et en fait, donc au niveau précoce. Pourquoi au niveau précoce? Parce que c'est ce qu'on disait sur la fenêtre de tolérance. En fait, les hypersensibles, alors c'est hyper intéressant d'ailleurs parce qu'il y a plein effectivement de vidéos, de livres et tout en ce moment sur l'hypersensibilité, mais en fait, il n'y a pas vraiment de définition. Je sais pas si tu as remarqué, c'est vraiment une liste Mm. de comportements. Alors si vous êtes hypersensible, vous avez ça, 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 ça. Bon, bah, en fait, c'est pas tellement ça. C'est qu'en gros, si vous êtes hypersensible, il y a pu vous arriver différents types de traumas qui ont débordé votre capacité de tolérance au moment où vous avez une toute petite fenêtre de tolérance. Et donc, selon ce qui vous arrive, bah, ça va plutôt prendre telle forme ou telle forme en réalité. Et une des caractéristiques qu'on voit beaucoup chez les hypersensibles, c'est l'hypersensibilité sensorielle. Que ce soit trop sensible au son, aux odeurs, à la lumière, c'est exactement ce qu'on disait par rapport au nouveau-né, en fait. Mm. C'est-à-dire que à ce moment-là, il n'y a pas eu réassurance suffisante pour que la personne, elle augmente sa fenêtre de tolérance et qu'elle puisse soutenir l'intensité sensorielle. Donc ça, c'est vraiment la base, en fait. Et puis après, il va y avoir des chocs traumatiques qui vont se rajouter là-dessus, qui font que effectivement, ben, certains mots, certaines impressions, sensations, ça va réveiller la mémoire traumatique. Et c'est comme c'est une mémoire traumatique précoce, ben, il n'y a pas de souvenir, c'est pas concret, c'est juste des sensations, des impressions, ou alors c'est parce que c'est sous amnésie. Mais dans les hypersensibles, il y a quand même un gros terreau au niveau précoce. Et du coup, la personne, elle va être envahie, débordée, etc. Euh, et il y a ce phénomène où on parle d'hypersensibilité émotionnelle, mais en réalité, c'est juste une réactivation traumatique sur une base, effectivement, de quelqu'un qui est sensible. Mais ce qui Mm. est, j'ai envie de dire, une couleur, et d'ailleurs une super chouette couleur. Alors, on va passer à la partie plutôt intégration des traumas. Oui, C'est ce qu'on appelle l'intégration des traumas. L'une des premières étapes, c'est ce que tu expliques notamment dans ton programme, c'est de trouver la sécurité dans le corps. ouais. Qu'est-ce que c'est la sécurité dans le corps et comment on peut faire ça? Ouais, alors c'est à la fois une des premières étapes et puis en fait c'est quelque chose qui vient tout le temps. C'est-à-dire que la base d'intégrer ces traumas, c'est de plus en plus trouver la sécurité dans le corps. Ce que j'ai expliqué au début avec cette histoire d'amygdale cérébrale hein, qui dit c'est danger, c'est danger. Donc plus on va intégrer ces traumas, moins l'amygdale cérébrale va dire on est en danger, plus on va être sécure dans notre corps. Et en même temps, pour aller intégrer ces traumas, c'est-à-dire pour rester dans sa fenêtre de tolérance, il faut être en sécurité. Donc, c'est quelque chose, alors moi, dans mon livre, je parle des couches de l'oignon, on peut parler de spirale, c'est vraiment du pas à pas, on avance un peu comme ça, quoi.
Alors, concrètement, effectivement, pour intégrer ces traumas, il faut y aller hyper progressivement. S'il y a un peu une clé à retenir, et puis c'est toujours cette histoire de fenêtre de tolérance, j'arrête pas d'en parler parce que c'est un petit peu la clé. Si on veut intégrer quoi que ce soit, il faut être dans sa fenêtre de tolérance. Si on veut guérir, si on veut apprendre, il faut être dans sa fenêtre de tolérance. Quand on est hypersensible, qu'on a des blessures précoces, qu'il y a eu des gros chocs traumatiques, la fenêtre de tolérance, ben, elle n'est pas très grande. Donc, il va falloir y aller tout petit pour rester là-dedans. Parce que, en fait, ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, le piège dans lequel sont tombées les thérapies des années 80 et malheureusement parfois encore certaines aujourd'hui, c'est que c'est un peu la recherche de l'intensité. C'est-à-dire la dernière fois où on était le plus vivant, c'était avant le trauma, puisqu'on a perdu des morceaux de nous. Hein, dans le chamanisme, on parle vraiment de morceaux d'âme. Hein. Donc, on veut retourner là, puisque c'est là qu'on a perdu notre vie, notre vitalité. Donc, il y a cette attirance un peu, donc on veut aller là, mais en réalité, si on va là, comme c'était trop, ça nous a fait disjoncter, si on y retourne, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être trop et on va redisjoncter. Donc, Peut-être, excuse-moi, peut-être tu oui, peux préciser justement qu'est-ce que c'est oui, la fenêtre de tolérance oui, concrètement, comment on peut le sentir. En gros, c'est ce qu'on est oui. capable de ressentir sans péter les plombs quelque part. C'est ça. Ben, c'est ce que je disais un petit peu au début. Et en fait, on, on peut le sentir beaucoup plus finement quand on aborde vraiment la régulation du système nerveux. C'est pour ça que c'est un truc que je transmets, mais vraiment de façon hyper détaillée et large, notamment dans mon cours sur les traumas, mais dans mes différents programmes et accompagnements. Euh, Si on détaille un peu comment on réagit face à un trauma, ce que j'expliquais un petit peu au début déjà, la première réaction, c'est, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est demander de l'aide. Donc, en fait, la première réaction, c'est comment je peux me mettre en lien. On le voit bien que pour se réguler, pour revenir à cette fenêtre de tolérance, on a besoin des l'autre, on a besoin du lien. Ça, c'est un peu la clé, quoi. Et quand on est seul et qu'il y a personne qui vient, et ben là, hop, on va donc sortir de notre fenêtre de tolérance. Donc, quand on demande de l'aide, c'est qu'on commence à sentir un peu du danger, mais pour l'instant, c'est juste, OK, il se passe quelque chose, sécurisons-nous, trouvons du lien, demandons de l'aide. Et puis, si ça, c'est pas possible, donc le stress augmente, augmente, là, on sort de notre fenêtre de tolérance. Hop. Là, on passe dans un autre mode du système nerveux, dans le système nerveux sympathique. On va le sentir parce que le cœur bat plus vite, il va y avoir des tensions musculaires, peut-être les mâchoires tendues, les pupilles dilatées. Dans le quotidien, on commence à être un petit peu agité, un petit peu stressé, peut-être à parler un petit peu plus vite, tu vois, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sent corporellement. Corporellement, là, il y a un truc, je suis en train de sortir de ma fenêtre de tolérance et puis mon corps enclenche les hormones de stress pour que je puisse faire face. Et effectivement, si je ne peux pas faire face, ça va disjoncter. Et là, c'est encore un autre mode du système nerveux qui est le vagal dorsal. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec les hormones anesthésiantes, le repli. Là, d'un coup, le tonus musculaire chute. Et on a vraiment la respiration qui est très basse, l'apathie, euh, etc. Donc, c'est un petit peu ça, la fenêtre de tolérance. On va le sentir corporellement, en fait, hein, pour intégrer les traumas et donc trouver la sécurité dans le corps. Il va falloir vraiment sentir un peu tous ces états. Il va falloir être dans le corps. À un moment donné, ça, on ne peut pas y échapper. Ça se passe dans le corps. Et trouver la sécurité dans le corps, ça va être une façon d'observer cette réaction en fait de notre système nerveux et donc les impacts que ça a sur notre physiologie, sur notre corps, et ramener du discernement. Donc Stephen Porges, c'est lui qui a créé la théorie polyvagale et il parle de neuroception. Neuroception, c'est comment notre système nerveux perçoit le danger, l'insécurité, avant que notre système nerveux, nos sens, nous donnent des informations. Donc, on a neuroception, perception, et on peut ramener le discernement,
qui fait plus partie du coup de notre cortex et de notre système nerveux qui s'est développé les dernières années, les dernières milliers d'années. Oui, voilà. Et va apprendre beaucoup à rééduquer le système nerveux. C'est-à-dire que petit à petit, on va être capable à n'importe quel instant de savoir, OK, ce que nous dit notre système nerveux. OK, là, en fait, mon système nerveux, je suis en sympathique, il détecte un danger. Ou, ouais, bon, bah là, je dois être en dorsale, j'ai plus trop envie, qu'est-ce qui se passe? Mon système nerveux détecte quelque chose. Et à ce moment-là, je vais arriver à l'étage des perceptions. OK, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce qui se passe? Un tel m'a dit telle chose. Je sais pas, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était je ne sais qui m'appelle. Il y a les embouteillages. Peu importe, je regarde ce qui se passe autour de moi. Et ensuite, je mets de l'analyse et du discernement. Est-ce que je suis en danger d'être là dans les bouchons? Est-ce qu'il y a un accident? Est-ce que quelqu'un va me rentrer dedans? A priori, non. Est-ce que telle personne, etc., etc. Et c'est à ce moment-là que petit à petit, on va se rééduquer, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que notre système nerveux perçoit un danger alors que c'est plus la réalité. Donc rien que de faire ça, pour l'instant, on n'est même pas sur intégrer ces traumas, on est juste à mettre du discernement dans le présent et à apprendre à s'observer. Et après, moi, je donne plein de clés de régulation pour si on est comme ça ou si on est comme ça, comment on revient dans l'état, j'ai envie de dire, dans la fenêtre de tolérance, dans l'état régulé. Donc, comment trouver la sécurité dans le corps? Une des premières choses, c'est rééduquer son système nerveux, apprendre à se connaître pour petit à petit voir qu'en fait, là, mon système nerveux détecte un danger, mais il n'y en a pas. Et si la réalité, c'est que et il y en a un, et ben il a raison de se mettre en détresse, il faut qu'on trouve une solution, donc tout va bien, c'est opérationnel. Et après, pour trouver la sécurité dans le corps, et ben c'est comment on se ramène dans l'ici maintenant. C'est vraiment parce que quand on est agité comme ça, quand le système nerveux il perçoit un danger alors qu'il n'y en a pas, c'est qu'on a été réactivé. C'est cette fameuse mémoire traumatique qui s'active. Et comment on peut revenir là dans le présent, puisque ce qui est en train de s'activer, c'est des choses du passé qui n'ont pas été intégrées. On revient ici maintenant, ok, c'est des choses très simples. Est-ce que je peux sentir le fauteuil sur lequel je suis assis? Est-ce que je peux sentir le soutien de la terre? Est-ce que je peux sentir ma respiration? Est-ce que je peux... Alors après, il y a toute la cohérence cardiaque. Moi, je trouve que c'est un outil super. Et j'ai quand même envie d'en parler parce que moi, pendant des années, la cohérence cardiaque, ça me faisait pas grand-chose. Et en fait, ça a été une révolution quand j'ai appris la cohérence cardiaque basée sur le système nerveux. C'est-à-dire que, OK, si je suis en stress en mode sympathique, eh ben, je vais pas, parce que la cohérence cardiaque, c'est donc une respiration cadrée qui a pour but de réguler en fait la fréquence cardiaque, la variabilité cardiaque. Et normalement, c'est 50-50. Et là, en fait, on va affiner, ajuster en fait notre inspire et notre expire selon si on est en sympathique, selon si on est en dorsale. Puis en dorsale, on fait aussi des choses en plus. Puis rajoute de la visualisation. Enfin, il y a tout des tas de choses qu'on fait. Et là, ça devient hyper efficace parce que c'est ajusté. Ça nous remet en fait dans le bon système nerveux. La cohérence cardiaque de base, celle qui est plus largement transmise, en fait, c'est celle qui aide à maintenir un bon système nerveux quand déjà il est bien. Et c'est super en fait. Mais quand il est dérégulé, ça marche pas trop, quoi. Donc ça fait partie des choses. Donc, la respiration, regarder autour de soi, tout ce qui va stimuler le nerf vague. Donc, c'est pas pour rien qu'on n'arrête pas de parler du nerf vague. Une fois encore, c'est donc de la théorie polyvagale de Stephen Porges qui s'est rendu compte que le nerf vague, il avait deux branches. Alors, justement, c'était la prochaine question. Il est où ce nerf vague? Il part d'où? Il va où? Il est où? Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Le nerf vague, c'est le nerf crânien 10 qui part dans le crâne et puis il va innerver les organes fonctionnels. Donc le cœur, les poumons, le foie, la rate, les intestins, les organes sexuels, etc. Et la grande découverte
de Stephen Porges, c'est qu'en fait, il y a deux branches, hein, deux branches avec les ramifications, mais en fait, il y a deux modes du nerf vague. Il y a le nerf vague qui va plutôt innerver la partie au-dessus du diaphragme thoracique, donc le cœur, les poumons, et qui va fonctionner en équipe, si je peux dire, avec ce qu'on appelle en fait le système d'engagement social, donc avec les nerfs de la face et puis aussi du cou, du regard, tout ça, donc c'est le nerf vague ventral ici, qui travaille en collaboration avec les nerfs de la face et puis pour tourner le cou, etc. Tout ce système, c'est le système d'engagement social. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est notre première réponse face à un danger. Puis c'est ce qui fait qu'on va pouvoir tourner les yeux pour détecter ou non le danger ou pour regarder si on peut trouver de l'aide ou pas. Et qui va permettre de détecter les mimiques des uns des autres, savoir si on est en danger, pas en danger. C'est ce qui va permettre de se rendre tout mignon pour qu'on nous aide, etc. Tout ça, c'est le système d'engagement social. C'est la première branche du nerf vague. Le nerf vague ventral, ça n'a rien à voir avec le ventre, c'est parce qu'au niveau du cerveau, ça s'accroche sur la partie ventrale. D'accord. Et puis, on a l'autre branche, la partie donc dorsale, qui s'accroche dans le cerveau dorsal, qui, elle, va innerver plutôt les viscères, les organes sexuels. Cette branche, c'est la troisième réponse du système nerveux, le nerf vague dorsal, qui va être responsable du figement, qui va être responsable en fait des réponses d'immobilité. Et alors, ce qui est hyper intéressant, je trouve, quand on creuse après donc dans le nerf vague, puis la théorie polyvagale, c'est que là, je suis en train de décrire les trois réponses face à un danger. Mais en fait, on a aussi les trois réponses, les mêmes, quand on est en sécurité. Et en fait, le nerf vague dorsal, quand on est en sécurité, c'est ce qui va permettre une bonne digestion, c'est ce qui va permettre un sommeil récupérateur, c'est ce qui va permettre de rentrer en intimité très profonde, c'est ce qui permet la contemplation, les méditations profondes, etc. C'est le nerf vague dorsal. C'est un super état, c'est un état d'immobilité très profond. Quand on est en sécurité, ça permet vraiment la restauration profonde, ça permet la guérison, c'est là qu'on guérit. Mais quand c'est pour répondre à un danger, cette capacité d'immobilité, eh ben, on s'en sert pas pour se restaurer, mais pour faire le mort, pour se préserver des hormones de stress, etc., etc. Et là, eh ben, c'est un problème parce que ça fige, pour le coup, toutes ces réponses métabolismes qu'on peut avoir accès quand on est en sécurité. Et le souci, le stress post-traumatique, c'est quand on reste bloqué dans le vagal dorsal. Et Excuse-moi pour bien comprendre, ouais, le vagal dorsal, ouais, autant effectivement quand tu dis quand on va bien, eh ben, c'est lui qui va nous aider à bien dormir, à bien digérer, etc. Et ouais. quand on va pas bien, quelque part, il fonctionne moins bien, c'est ça? C'est pas qu'il fonctionne moins bien, c'est que parce qu'en fait c'est hyper adapté quand on est en danger de mort de plus bouger. C'est hyper adapté d'arrêter les hormones de stress qui vont nous tuer. En fait, c'est hyper adapté dans un cadre Oui. de danger. Le Mm. problème, c'est quand on reste bloqué dedans. Mm. Et quand on reste bloqué dedans, ben, on n'a plus accès à ces fonctions entre guillemets positives. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour avoir accès en fait à un système nerveux équilibré, quand on est bloqué dans le dorsal, il va falloir repasser par le sympathique, il va falloir rééprouver la réponse motrice de lutte, de fuite qu'on n'a pas pu utiliser en fait parce que X, Y raison. Il va falloir retrouver donc cette énergie, l'énergie qu'on a perdue dans le trauma. Donc, tous les muscles qui se sont tendus, ben, il va falloir qu'ils retrouvent finalement leur expression, l'énergie qui se remet à circuler, etc. Pour ensuite pouvoir revenir à l'interaction sociale et retrouver en gros la Mm. sécurité. Et là, on a accès à un système nerveux régulé. Et c'est vrai que les personnes qui suivent mes cours, qui voient tous les vidéos là-dessus, ils disent, ah ouais, mais en fait, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir accès à tout le truc régulé. Ben, c'est un peu vrai. Moi, j'ai mis des années. Alors, on peut quand même le goûter par moment. Il y a des petites bulles. Moi, je me souviens quand, par exemple, quand je faisais de la danse, je pouvais être dans le système nerveux sympathique, qui est du mouvement.
Euh, et j'étais en lien, il y avait de l'amusement, il y avait du plaisir, il y avait de l'expression, il y avait quelque chose de l'ordre de mon dorsal bloqué qui pouvait s'exprimer dans un cadre sécure. Et là, je goûtais à quelque chose de régulier. Donc, c'est pas complètement vrai qu'on est coincé là-dedans, mais effectivement, pour beaucoup de personnes, c'est difficile d'aller goûter un vrai sommeil de qualité, d'aller goûter de l'amusement et d'aller goûter des relations sociales nourrissantes et authentiques qui sont bloquées là-dedans. Et donc, ça va se faire petit à petit, comme parce que une des premières étapes, donc si je réponds à ta question là de comment trouver la sécurité dans le corps, une des étapes pour trouver la sécurité dans le corps, c'est de réguler le système nerveux et quand on repère dans quel endroit on est, comment on peut avoir des réponses physiologiques. Hein, donc, des petits mouvements, des sons, bouger, appeler quelqu'un. Et quand je dis appeler quelqu'un, ça reste physiologique. Parler, regarder, émettre des sons, entendre une voix bienveillante, tout ça, ça stimule notre système d'engagement social et c'est ça va nous réguler, ce qu'on appelle aussi la co-régulation. Et c'est ce que tu expliquais, que ça se fait vraiment toujours dans le cadre de la fenêtre de tolérance, Oui, qui est par définition restreinte quand on est victime du psychotrauma, ouais, et qu'il y a quelques années, on avait des thérapies peut-être trop pushy, oui, où on rentrait directement dans le trauma et en fait, on se réactivait le traumatisme. ouais, complètement. C'est un peu, j'ai envie de dire, le piège du début. Et, euh, et je sais pas, peut-être que pour tout un tas de personnes, c'est une case par laquelle il faut passer. Moi, je suis passée par cette case-là, hein, c'est clair. Euh, c'est, c'est aussi, alors moi, je parle beaucoup d'absorption du trauma et je mets un peu en alerte face à cette tendance. C'est-à-dire que quand ça commence à sortir, quand on sort de la dissociation et puis qu'on réalise que soit on a vécu un truc terrible ou que nos parents ils n'étaient pas comme ci, comme ça et qu'en fait on était seuls et je ne sais quoi, il y a quelque chose où d'un coup ça prend toute la place et Mm. on se fait absorber par ça. Et comme j'expliquais à un moment donné, c'est là où on était vivants avant, et donc on a l'impression que c'est en allant là qu'on va retrouver notre truc. On est comme vraiment absorbé. Et à la fois, j'ai envie de dire, il y a un intérêt dans le sens où ça y est, la personne, elle sort du déni. Donc en ça, c'est positif. Mais par contre, c'est pas là Mm. qu'elle va intégrer, quoi. Mm. Elle le conscientise éventuellement, mais elle va pas intégrer physiquement le trauma quelque part. C'est ça. Non, Mm. et elle va surtout se retraumatiser en plus. Mm. Mm. Alors, les liens d'attachement sont également des paramètres à prendre en compte dans Ouais, l'intégration du trauma. oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Et oui. Et ben c'est vous allez dire que je radote, hein. Ça revient sur cette question de la fenêtre de tolérance. Mm. Et voilà, toujours pareil. Donc pourquoi? Et ben en fait, on construit notre fenêtre de tolérance quand on est tout bébé. Hein. C'est ce que j'ai expliqué. Donc dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qui se passe? Le petit, il a peur, il a froid, il a faim, je ne sais pas ce qui se passe. Il sort de sa fenêtre de tolérance qui est microscopique, il pleure. Donc, il demande de l'aide, c'est le premier truc. Donc, il demande de l'aide. Dans le meilleur des mondes, il y a sa figure d'attachement, la maman, le papa, la personne qui s'occupe de lui, qui vient. Et cette personne est apaisée, c'est formidable. Son système nerveux est régulé, elle est sécure. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son petit dans les bras, dans le contact. Et par son système nerveux apaisé. Elle a rien à faire, elle a juste à être en sécurité en fait. Et elle va lui parler, nanana. Le petit, il va sentir il va sentir, on est en sécurité là, mon petit, il va le sentir physiologiquement, tout va bien, tu peux revenir tranquille. Et lui, il va revenir tranquille. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le petit, il va se dire, bien évidemment pas dans sa tête, mais dans son corps, quand je suis en détresse, il y a quelqu'un qui vient Mm. et je vais mieux. Et puis ça va se répéter hein, dans le meilleur des cas. Donc, voilà, 1 heure plus tard, il a un machin, il demande de l'aide, la personne vient. Alors, si c'est émotionnel, voilà, c'est juste comme ça, mais peut-être, voilà, elle le change, elle le couvre, enfin, hop, je suis en détresse, quelqu'un vient et je vais mieux. Donc, quelles sont les conclusions que cette personne va tirer sur le monde? Ben, je suis quelqu'un de bien, je mérite qu'on m'aide, et puis, je peux compter sur les autres, le monde est sécure,
Voilà. Ça, c'est les bonnes bases. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand, au bout de la 10, 15, centième fois qu'il est en détresse, ce petit? Ben, si sa mère, elle n'arrive pas de suite, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, pas de problème, je suis quelqu'un de bien, je vais recevoir de l'aide, j'irai mieux. L'aide va pouvoir se différer. Hmm. Et petit à petit, comme ça, sa fenêtre de tolérance va grandir. Et il va de plus en plus pouvoir soutenir de l'intensité émotionnelle sans sortir de sa fenêtre de tolérance. Il va pouvoir vivre ses colères intenses d'enfant avec son parent qui est là à côté et qui le contient, qui est à côté, le parent, bah, tout va bien. Et ben ça va pouvoir faire que l'intensité dans le corps, petit à petit, elle va pouvoir rester dans la capacité d'intégration parce que dès qu'il déborde, si par exemple il déborde par une trop grande colère, le parent l'aide à revenir dans sa fenêtre de tolérance. Et petit à petit, cette compétence au départ qui était de la co-régulation, qui se faisait à l'aide de l'autre, elle se fait à l'intérieur. Quand il y a une colère trop grande, ça revient et puis ça reste dans la zone d'intégration qui, petit à petit, devient de plus en plus grande. Et puis, on peut vivre des stress, tout va bien, de toute façon, ça va passer, je vais recevoir de l'aide, j'irai mieux. Bon, ben, ça se passe pas toujours comme ça. Pas toujours. Et après, il y a différents cas de figure, et puis je détaille un peu tous ces cas de figure dans le cours, et puis peut-être sur certaines vidéos dans la chaîne. Si, comme j'expliquais sur la blessure d'abandon, si quand le petit vient, il y a personne, qu'est-ce qui va en déduire le petit? En fait, j'en vaux pas la peine. Puis on peut pas compter sur les autres, il faut compter que sur soi. Ou alors, selon ce qu'il va recevoir, par exemple, si la mère, elle vient, mais bon, en fait, elle est hyper stressée, en fait, c'est peut-être de ma faute, je suis nulle, je suis pas capable, puis bon, les autres, on peut pas compter, ils sont pas fiables. Euh, Ça va, en fait, développer des croyances sur le monde, et notamment des croyances aussi de danger, et qu'est-ce que ça va faire quand le noyau de base, il a cette couleur et que plus tard dans la vie, paf, il y a un choc traumatique. Eh ben, il y a un choc traumatique avec la croyance de toute façon, c'est de ma faute, ou faut pas que de toute façon, si j'en parle, il y aura personne, je peux pas compter sur les autres, de toute façon, le monde est dangereux, ça m'étonne pas que ça m'est arrivé parce que de toute façon, nan. Et donc, en fait, la personne ne va pas pouvoir aller chercher de l'aide, elle va rester euh, complètement bloquée. Et en fait, une des grosses choses qui fait trauma, hein, comme je disais au début, c'est pas l'événement qui crée le trauma, c'est vraiment les conséquences du trauma. Et en gros, s'il y a trauma, c'est qu'il y a eu personne. Hmm. C'est qu'il y a personne qui était là pour aider à réguler, pour aller chercher des solutions pour que le corps s'apaise. Et s'il y a eu personne, c'est parce qu'à un moment donné, alors après, je fais quand même des exceptions avec certains traumas extrêmement extrêmes qui font que parfois la dissociation est très violente et que même là, c'est compliqué d'aller demander de l'aide. Mais malgré tout, dans ces cas-là, si la personne, elle peut pas demander de l'aide parce qu'elle est trop sidérée, impactée, figée, si l'entourage, il est régulé, il va le voir. Et l'entourage, il va venir soutenir. Hein. Donc, en gros, quand il y a trauma, il y a trouble de l'attachement derrière. Donc, on ne va pas pouvoir aller réguler le trauma si on ne soigne pas l'attachement. Pourquoi? Parce que quand on va... Alors ça, j'en parlerai peut-être un peu plus après si on détaille un peu plus comment on fait, parce que là, on a parlé des premières étapes, la sécurité dans le corps, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi intégrer ce qui s'est passé. Quoi. Mais si on veut aller intégrer ce qui s'est passé sur un terreau je peux pas faire confiance aux autres, en fait, c'est moi qui mérite ça, etc., etc., on va pas pouvoir résoudre le trauma là. Il va falloir aller apaiser les expériences précoces pour que, la fenêtre de tolérance augmente, pour qu'on puisse aller, ça, franchement, je suis bien placée pour savoir, pour soutenir l'intensité de certains chocs traumatiques, l'intensité dans le corps, l'intensité de terreur, de détresse, de tout ce qu'on veut, de panique, pour pouvoir éprouver à nouveau cette émotion sans dissocier,
faut que la fenêtre de tolérance, elle soit balèze, sinon on va recouper à nouveau. Donc pour ça, on va aller passer du temps sur la période précoce de la vie pour retrouver l'estime de soi, pour pouvoir ressentir des émotions sans couper. Et ça, en fait, ça va se faire en parallèle, c'est-à-dire qu'on va grandir un petit peu dans augmenter notre fenêtre de tolérance, développer notre estime de nous-mêmes. On va pouvoir aller intégrer des premiers morceaux en fait de trauma, et puis hop, on va bloquer. Il va falloir retourner sur la partie précoce, ou peut-être sur un autre trauma qui a généré d'autres croyances, qui fait qu'on ne peut pas intégrer le trauma suivant parce qu'il y a celui-là. Donc on vient là, et en fait, on avance un peu comme ça, quoi. Et alors, est-ce que tu as quelques pistes, on va pas rentrer dans le détail, hein, mais de Ouais. justement comment on fait pour guérir, entre guillemets, ces liens d'attachement qui, de manière très précoce, étaient distendus, je sais pas comment le dire. Oui, oui, oui. Et ben, la première chose, c'est qu'on ne peut pas le faire tout seul. Ça, quand même, c'est hyper important de le dire parce que on a besoin physiologiquement des autres pour se réguler. Le système nerveux, là, il est complètement détraqué. On a besoin d'un autre qui a un système nerveux en place, qui est dans l'empathie et qui va pouvoir nous aider à nous réguler. Alors, il y a quand même, moi, je transmets quand même des clés de certaines choses qu'on peut faire en autonomie. Pourquoi? Eh bien, parce que le thérapeute, il n'est pas toujours là, le groupe thérapeutique, il n'est pas toujours là. Comment on fait entre? Comment petit à petit, on peut être un bon parent pour soi-même? Ça fait partie des choses, être un bon parent pour soi. Déjà, le fait de ce que j'expliquais par rapport à rééduquer son système nerveux, c'est une façon d'être un bon parent pour soi. C'est une façon de s'apporter ce dont on a besoin là dans le présent. Ah, je ferme ma fenêtre de tolérance, qu'est-ce que je peux m'apporter? Ben, en fait, j'ai froid, etc. Ça, effectivement, oui, on peut le faire tout seul. Et c'est fondamental et ça change déjà énormément de trucs. Il y a aussi beaucoup de choses. Moi, j'invite un peu avec des techniques de reparentage, comment on peut s'apporter de la douceur, du réconfort, tout un tas de choses. Ça aussi, c'est génial. Donc, tout ça, on peut le faire tout seul et Dieu merci, on peut quand même faire pas mal de choses. Puis moi aussi, dans mon cours, par exemple, je propose des séances guidées, un peu des séances d'hypnose humaniste, etc. Où là, en fait, toutes les premières couches d'oignon, on peut à peu près s'en sortir tout seul. À un moment donné, si on veut descendre, et c'est ce qu'on veut, puisque nous, ce qu'on veut, c'est être bien dans la vie, ben là, il va falloir aller vers les autres. Et c'est aussi cadeau. On est là, pas pour avancer tout seul dans la vie, on est là pour s'entraider et puis pour goûter vraiment ce bon d'être ensemble et de la chaleur humaine, etc. Donc, pour aller réparer l'attachement, bah, moi, j'aime bien. Alors, tout dépend, tout dépend des expériences. En tout cas, l'attachement, l'individuel, c'est pas mal. Et il y a beaucoup de choses de l'ordre du trauma où je trouve que le groupe thérapeutique, c'est aussi super. Euh, En fait, le groupe, il apporte deux choses vraiment chouettes. C'est, déjà, je ne suis pas tout seul à vivre ça. Et puis, ça répare vraiment, parce que dans les traumas, il y a vraiment la question de la honte et de la culpabilité, mais même aussi dans les traumas de développement. Et ça, je trouve que dans le groupe, ça se régule vachement parce que petit à petit, on ose partager un petit peu plus, être dans plus en plus d'authenticité. Et on voit qu'en fait, on est accueilli par les autres. Tout simplement parce que eux aussi, en fait, ils ressentent ça. En fait, on est juste humain, c'est juste normal. Et ça, moi, j'adore accompagner les groupes pour ça, et que ce soit dans la marche des 12 lunes ou même dans le cours trauma où il y a toute une communauté, parce qu'en fait, quand on est en fait, on ne peut pas guérir sans goûter ce que c'est être ensemble. On ne peut pas guérir tout seul. Le ensemble, c'est un peu le mantra quoi, dans mes retraites, ensemble, ensemble, ensemble. Et soit ensemble, finement, avec un thérapeute en individuel, pour certaines personnes dans les troubles de l'attachement, on ne peut pas faire l'impasse parce qu'on va aller euh, retrouver en fait ces états vraiment vulnérables et on va faire l'expérience petit à petit. Pourquoi petit à petit? Parce que si on y va trop vite, on sort de la fenêtre de tolérance et donc on va faire de l'homéopathie. Petit à petit, on va goûter la présence de l'autre, on va s'ouvrir un peu. Il y a quelque chose un peu, c'est comme le petit prince quoi et le renard. On est dans quelque chose d'apprivoisé. Hein.
parce que ça a été tellement blessé que voilà, faut y aller tout doux. Donc ça, on le fait en individuel. Et moi, j'invite aussi vraiment à pouvoir le goûter en groupe, que ce soit un groupe thérapeutique. Dans un premier temps, c'est bien quand vraiment il y a des traumas, qui est quand même un référent qui pose le cadre et puis qui invite à la régulation. Et puis après, quand il y a peut-être suffisamment de solidité, ça peut être des groupes autogérés, comme des groupes de pratique CNV, moi j'adore, des cercles de femmes ou des cercles mixtes, des cercles d'hommes, des endroits où on peut vraiment se déposer. Mm. Je trouve ça vraiment super hein, pour l'attachement et puis pour tout type en fait de trauma, sortir de l'isolement, puisque c'est quand même une des choses dont souffrent le plus les personnes qui souffrent de trauma. Mm. Alors, justement, on va arriver alors sur la partie de ton programme et puis aussi sur les conseils personnels que tu pourrais donner. Alors, tu vas répondre dans l'ordre que tu veux. Ouais, Parce que effectivement, dans ton programme, ce qui est très original, c'est ouais, qu'il y a justement cette dimension de groupe ouais, que tu as intégrée. Est-ce que tu peux nous en parler? ouais. Euh, alors effectivement, donc j'ai construit un cours hein, d'intégration sur les traumas. Donc c'est 4 modules avec 3 sous-modules. C'est un cours vraiment complet qui est progressif. Pourquoi? Vous l'aurez compris. On l'a compris. Voilà, je ne vais pas le répéter. Donc, il faut le faire Donc dans le bon ordre. c'est ça. Donc en fait, le premier module, vraiment, on voit c'est quoi le trauma. Donc, on rentre vraiment dans les détails de la dissociation traumatique, la mémoire traumatique, comment ça se passe. Je parle aussi beaucoup de mon histoire. Euh, j'ai toujours été, moi, dans la partie où j'ai vraiment étudié, appris. J'ai trouvé que les études de cas, ça me permettait vraiment de comprendre, en fait, de voir quelqu'un par quoi il est passé, comment il s'en est sorti. Et il y a quelque chose de vraiment tangible. Donc, j'ai vraiment eu à cœur de partager à des moments comme ça dans le cours comment c'était pour moi la mémoire traumatique, la dissociation traumatique, mon lien à la méditation ou X, Y chose. Donc d'abord, comprendre et puis poser les bases justement de la fenêtre de tolérance, d'y aller doucement, attention à l'absorption du trauma, etc. Et puis comment être dans le présent, des choses vraiment du corporel. Hein. On parlait aussi de l'impact que ça pouvait avoir sur certains muscles, donc certaines pratiques corporelles de connexion à la terre, d'ancrage, etc. Donc ça, c'est vraiment voilà, la première étape, comprendre. Et puis après, moi, c'est vraiment ce que je nomme comme les 3 piliers, 3 étapes. C'est la régulation du système nerveux, consolider le présent et intégrer son histoire. Donc réguler le système nerveux, hein, c'est un peu ce dont on a parlé, comprendre les 3 réponses, comment on peut le sentir dans le corps, comment on peut euh, passer d'un état à un autre pour revenir à un état sécure, hein, donc se réguler. Et puis après, dans consolider le présent, on apprend justement à consolider le nerf vague, donc tout ce qui est la cohérence cardiaque, certains exercices de son, de respiration, etc. Et puis, c'est là où on parle aussi vraiment de l'attachement, de la fenêtre de tolérance. Et puis ça, on n'en a pas trop parlé, de rassembler les fragments traumatiques. Ce que j'expliquais, quand on va trop tôt dans un endroit et on sort de notre fenêtre de tolérance, on recrée des fragments traumatiques, soit quand on va trop tôt dans le cadre d'une thérapie, mais en fait, hein, la vie en général, on vit telle chose, on est réactivé, ben, ça crée des morceaux. Donc, avant d'aller chercher à rassembler des choses du trauma, d'abord, on ramène les morceaux des échos du trauma. C'est une façon vraiment d'y aller très progressivement. Puis ça, moi, ça a vraiment changé ma vie de comprendre ça. Ok, je vais pas d'aller voir la boîte de Pandore direct, je vais déjà rassembler les morceaux, revenir dans le présent, sentir la densité dans le corps, ma capacité à revenir là, etc. Et puis, le dernier module, c'est intégrer son trauma, les histoires. Donc là, on voit vraiment comment sortir de l'emprise, se libérer des addictions, les impacts sur la santé, comment on peut minimiser tous ces impacts-là, récupérer notre énergie, etc., etc. Et donc ça, c'est le contenu du cours. Et effectivement, pour moi, c'est hyper important de ne pas être seul face à ça. C'est pour ça que autour de ce cours, il y a vraiment une communauté. Donc c'est sur la même plateforme. Et tous les mois, il y a des webinaires justement un peu à thème par rapport, par exemple, aux addictions, par rapport à l'isolement, pour que les personnes puissent se regrouper, se retrouver autour des difficultés qu'elles ont en fait face à ça
et se sentir ensemble, trouver du lien, du soutien, de je suis pas seule, on est plusieurs dans cette démarche. Et puis, bien évidemment, sur la plateforme de cours, sous les vidéos, il y a la possibilité de poser vos questions. Moi, j'y réponds. On est en lien, quoi. On n'est pas tout seul, on n'est pas en train de flotter. Ça, c'est hyper important, en fait. Et précision, c'est que quand on prend ton programme, on a Ouais. accès à cette espèce enfin, c'est pas un forum, mais ces thèmes d'échange Oui. euh, ad vitam aeternam, quelque Oui, part. Voilà. tant que le cours existe, oui, voilà. Donc, en fait, il y a un peu deux parties, mais en fait, c'en est qu'une. C'est une plateforme sur laquelle, à la fois, il y a alors aujourd'hui, mais je pense que ça, je vais en rajouter, j'ai encore des idées. À ce jour, il y a 85 leçons, donc c'est quand même énorme. Il y a des vidéos, il y a des fiches résumées en PDF, il y a des séances guidées enregistrées. Comme je disais, il y a aussi des témoignages, donc il y a des vidéos pratiques, des vidéos théoriques, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi la communauté où on peut vraiment échanger. Alors, c'est vrai que les webinaires, ça permet de poser des questions, de rencontrer les gens, et puis suite à ça, eh ben, là, on peut aller échanger sur tel thème et puis être, euh, être en lien. Et effectivement, c'est tant que le programme existe, la communauté existe, et puis de toute façon, c'est voilà, c'est là quoi, pour que les gens se rencontrent et soient ensemble. Et puis ce qui est chouette, c'est il y a des pratiques, donc les gens ils peuvent ensuite choisir de faire des pratiques ensemble, de se filer des conseils, selon les régions éventuellement de se retrouver. Dernière question, justement, est-ce que tu aurais des conseils personnels Ouais, aux personnes voilà, qui veulent aborder le chemin de la guérison oui, via éventuellement le programme? Dans ouais, quel état d'esprit il faut le faire? Voilà, ouais, par rapport à toi, ton expérience. ouais. Alors, bon, ça va pas être très original pour la première réponse, mais j'ai quand même envie de le dire parce qu'effectivement, si j'ai un conseil, c'est d'y aller doucement. Et en fait, moi, j'ai cherché mais des années, des années, des années. Et puis la majorité des gens qui viennent à moi, ils ont cherché des années et des années et des années. Le nombre de personnes qui me disent, oh là là, mais je suis en thérapie depuis tellement d'années, enfin quelqu'un qui me comprend. Et puis, enfin voilà, les gens, d'un coup, ils réalisent tellement de choses parce que, en fait, moi, j'ai perdu mon temps à essayer d'aller dans l'émotion, à faire tout un tas de trucs. Et en fait, c'est vraiment petit pas, petit pas, petit pas. Et en fait, c'est fou, moi, quand ça m'arrive plus trop de donner des séances individuelles, maintenant j'accompagne vraiment plutôt les groupes, mais ça peut m'arriver de façon très occasionnelle pour les femmes que j'accompagne. Et en fait, dans les séances, maintenant, je fais de moins en moins, quoi. J'ai l'impression qu'on fait rien, quoi. Mais en fait, c'est énorme ce qui se passe pour les gens. Parce que le micro-rien qu'on Mm. fait, on le fait là. Du coup, il s'intègre. Mm. Du coup, il se passe vraiment quelque chose. Moi, pendant des années, je faisais des séances mais magnifiques, hein. Les gens, ils pouvaient être touchés par la main de Dieu, ils sentaient l'amour, ils voyaient des trucs de dingue, ils avaient des visions, des choses. C'était génial, hein. Ils étaient là, ouais, super et tout. Ouais, mais au final, ils allaient pas mieux dans leur vie. Et moi, c'était pareil quand. Et en fait, maintenant, en fait, on fait que dalle. On se ramène dans le présent, il se passe un petit quelque chose, la personne un peu, hop, on revient là. Et les personnes, mais foi, punaise, je me sens tellement plus sécure, c'est dingue. Ben, ouais. Mm. Donc, en fait, less is more, c'est pas pour rien. Non, mais c'est vrai, quoi. En fait, Mm. le fait de faire tout petit, et ben, en fait, on le fait le pas. Parce qu'avant, on faisait des grands pas, mais en rond. Donc, en fait, Ouais. on tourne sur place. Que là, maintenant, on fait des petits pas, mais on avance, quoi. Donc, ça, c'est vraiment, ouais. Si j'ai un Mm. conseil, c'est, voilà, d'y aller doucement. Et c'est aussi pour ça que c'est hyper important d'être entouré. Parce que je comprends aussi qu'on soit impatient de s'en sortir. Et le fait de pouvoir être entouré de personnes qui en sont au même endroit, on ne se sent pas seul. Et c'est aussi pour ça, moi, j'ai eu à cœur de beaucoup partager. Et puis, dans les webinaires, c'est aussi ce que je transmets. Même dans les vidéos, les gens, ils me disent, mais c'est dingue, on reçoit ton énergie, ça fait tellement du bien. Pourquoi ça fait du bien? Parce qu'on me dit, punaise, elle vient de là, elle en est là. Et c'est possible, quoi. Bien Et sûr. moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de transmettre parce que j'ai tellement galéré, quoi.
Pendant plein d'années, franchement, je ne savais pas que je m'en sortirais, quoi. Et du coup, j'ai envie maintenant de le crier sur tous les toits, quoi, que c'est possible, et puis d'insuffler, en fait, cette énergie-là, quoi, de vraiment pas être seule. Donc, ouais, la plus grande clé, c'est ça. Et puis après, ça, pourtant, c'est la toute fin du programme. La dernière vidéo, j'ai appelé ça la force de la prière. Et j'ai quand même envie d'en parler en même temps. À la fois, c'est à toute fin, mais j'en parle quand même dans le premier module quand je parle des ressources. Et puis, j'invite beaucoup à appeler ces ressources. C'est que, alors, je sais pas comment le nommer de façon simple et puis en respectant aussi l'intimité de chacun, parce que quand on va dans ces questions-là, on touche aussi à l'intime, hein, et aux croyances de chacun. Et puis, on est dans des sphères subtiles. Donc, c'est pas toujours évident de le décrire avec des mots. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a fait que la personne, malgré tout, elle s'en est sortie. Malgré tout, elle en vient à faire un cours sur les traumas. Il y a eu quelque chose. Et alors, ça dépend des gens. Il y en a, ils parlent, c'est leur force de vie. Il y en a, ça a été une grand-mère, ça a été un instinct, ça a été je ne sais quoi. Et puis, parfois, c'est des choses aussi impalpables. Euh, Moi, voilà, je le transmets, c'est ma réalité. Lors de cette expérience terrible dans ce réseau pédocriminel, j'ai fait une expérience de mort imminente, j'ai rencontré la lumière, il y a quelque chose qui s'est intégré. Alors, je m'en suis pas souvenue pendant longtemps, mais il y a eu ce lien avec quelque chose de beaucoup plus grand, avec une source d'amour beaucoup plus grande. Il y a quelque chose en fait, on n'imagine pas en fait ce que c'est la vie. On est là dans une réalité. Limité. Ouais, merci. Dans une réalité limitée. Et en fait, il y a tellement plus et il y a tellement. euh, alors, peu importe les mots que vous allez mettre dessus, mais il y a dans cette réalité plus large que cette réalité limitée, en fait, on pourrait parler de la vie. La vie, elle a qu'une envie, c'est de continuer à fleurir, à grandir, à ce que ça circule. Et cette intelligence de la vie, à un moment donné, peu importe dans quoi on croit ou qu'on ne croit pas, c'est l'amour. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qu'à se balader dans la forêt pour voir la générosité des arbres. Moi, ça me bouleverse à chaque fois, c'est pour ça que je vis dans la forêt. Et voilà, et que ce soit voilà par la vie ou que on soit en lien avec des entités plus, j'ai envie de dire, nommées. Il y a quelque chose, la vie, elle veut se vivre. Il y a quelque chose qui veut se libérer. L'amour n'attend que d'être dévoilé parce qu'il est là en permanence, en fait. Et, euh, et ça, pourquoi j'en parle qu'à la fin, c'est que au départ, on n'y a pas forcément accès à tout ça. Mais même si on n'y a pas accès, au départ, je parle plutôt des ressources, comment en fait on s'en est sorti et déjà se baser là-dessus. Et dans tout ce programme où il y a quand même beaucoup d'exercices en autonomie, j'invite beaucoup, avant de démarrer la pratique, on sent le soutien de la terre. Déjà, il y a la terre qui est là. Euh, là, je sens, je suis assise sur ce fauteuil, je flotte pas dans le vide. Hmm. Il y a le soutien de la terre et il y a bien plus. Et comment, avant chaque pratique, on peut se relier, OK, je sens mon corps qui est là, je regarde autour de moi et appeler les ressources qu'on a contactées, que ce soit notre force de vie, que ce soit notre grand-mère, que ce soit Jésus, Marie, Bouddha, Ganesh, peu importe nos croyances, mais appeler vraiment cette force immense de l'amour qui nous dépasse, parce que ça va décupler notre pratique. Mm. Pour revenir à ton programme, les personnes qui regardent la psychologie pour tous peuvent bénéficier de 10% en plus des promotions éventuelles en cours en tapant le code psychologie-pour-tous. Et donc, je mets le lien vers ton programme dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir encore plus, on a déjà fait une vidéo ensemble il y a quelques Ouais. temps qui s'appelle Reconnaître les conséquences des traumatismes en soi.
qui était lié à ton livre, Les couches de Ouais. l'oignon. Mhm. On peut retrouver sur la chaîne La Psychologie pour tous. Et puis, il y a toutes tes vidéos aussi sur ta chaîne, Mhm. Célia Rombaut, Rombaut. Et ton site internet qui s'appelle Incarner l'essentiel. C'est ça. Est-ce que j'ai tout dit? Tu as tout dit, Carole. C'est parfait. Merci pour toutes tes questions, pour ce moment ensemble. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite un beau chemin de reconstruction, de libération de votre histoire pour enfin goûter une vie pleine de sens et trouver votre place dans ce monde. Merci, Merci. Célia.